La révolution haïtienne et les luttes populaires post-86 en Haïti. Quelle filiation? Nous appelons révolution haïtienne l'ensemble des transformations économiques, politiques et sociales découlées de l'insurrection générale des esclaves de la colonie de Saint-Domingue à partir du mois d'août 1791, mais aussi des mouvements revendicatifs et insurrectionnels des affranchis à partir de 1789. Insurrections et mouvements revendicatifs qui ont culminé en 1804 à la création d'un État libre et indépendant, Haïti. Dès 1794, le bilan global de la Révolution est censé acquis. Le décret du 4 avril 1792 de l'Assemblée législative française accorde aux affranchis la jouissance des droits civils et politiques pour lesquels ils ont combattu depuis environ 6 ans. Et le décret du 4 février 1794 ratifie la liberté générale proclamée par les commissaires nationaux civils à Saint-Domingue. L'année 1794 représente donc une date charnière dans l'histoire de la colonie. Elle marque irréversiblement la fin d'un système odieux qui a vécu plus de 3 siècles. Hommes de couleur et nègres libres occupent maintenant des fonctions politiques et militaires importantes. Ce changement radical de régime n'a pas mis fin pour autant à la guerre civile. Les divisions, les luttes fratricides, les conflits pour le contrôle du pouvoir politique sont devenus de plus en plus violents dans un contexte marqué par l'invasion étrangère. En dépit des acquis obtenus au cours de la période allant de 1793 à 1802, abolition de l'esclavage, accès à la citoyenneté française, la France napoléonienne va tenter de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue en y envoyant une expédition militaire dirigée par le général Leclerc. Cette expédition aura fait près de 50 000 morts dans les rangs français, soit la presque totalité des forces envoyées par la France. Ma présentation souhaite démêler dans les arcanes des divisions intestines et des horreurs de la guerre civile les raisons qui avaient porté les esclaves à prendre les armes. Il s'agit aussi de chercher les possibles filiations entre la révolution des esclaves et les luttes populaires ayant marqué la période allant de 1986 à aujourd'hui. L'aspiration à la liberté, présentée par les spécialistes comme le carburant principal de la révolution, n'était-elle pas accompagnée de revendications plus immédiates et en rapport avec les conditions matérielles d'existence des esclaves? Quelle a été l'attitude des différents pouvoirs politiques qui se sont succédés à Saint-Domingue et en Haïti face à ces revendications populaires? L'œuvre de la révolution haïtienne correspond-elle aux aspirations des masses populaires qui ont versé leur sang pour la création de l'État d'Haïti? La nature des rapports État et esclaves citoyens a-t-elle véritablement changé après l'indépendance? Les différents régimes politiques qui ont marqué l'histoire de ce territoire, des débuts de la colonisation européenne au XVe siècle à aujourd'hui, ne possèdent-ils pas des caractéristiques communes susceptibles d'expliquer les crises politiques et sociales qu'Haïti a connues tout au long de son histoire? Nous ne prétendons pas répondre dans le cadre de cette présentation à toutes ces interrogations.
Nous souhaitons toutefois provoquer des réflexions autour de possibles filiations entre les revendications qui ont été à l'origine de la Révolution haïtienne et celles qu'on retrouve en toile de fond des différents mouvements revendicatifs que le pays a connus tout au long de son histoire, en particulier à partir de la chute de la dictature duvalieriste en 1986. Les sources relatives aux revendications des esclaves sont peu nombreuses, notamment en ce qui a trait à leurs conditions matérielles d'existence. Pour appréhender la question, le chercheur semble obligé d'étendre son investigation aux correspondances officielles, aux dispositions légales et aux correspondances des colons qui suggèrent qu'elles constituaient, c'est-à-dire ces revendications, un vrai sujet de préoccupation pour les esclaves. Le père Jean-Baptiste Lepers, qui a vécu 30 ans à Saint-Domingue, décrit en des termes pathétiques les conditions d'existence des esclaves. Il écrit ce qui suit. Rien n'est plus misérable que la condition de ce peuple. Il semble qu'il soit l'opprobre des hommes et le rebut de la nature. Exilé de son pays et privé du bien dont toutes les nations sont plus jalouses, qui est la liberté, il se voit réduit à la condition de bête de charge. Quelques racines font toute sa nourriture. Ses vêtements sont deux méchants haillons qui ne le garantissent ni de la chaleur du jour, ni de la trop grande fraîcheur des nuits. Ses maisons ressemblent à des tanières faites pour loger des eaux. Son lit est une clé plus propre, se semble, à lui briser le corps qu'à lui procurer du repos. Ses meubles consistent en quelques calebasses et quelques petits plats de bois ou de terre. Son travail est presque continuel. Son sommeil fort court. Nul salaire. 20 coups de fouet pour la moindre faute. Voilà où l'on a su réduire des hommes qui ne manquent point d'esprit et qui ne peuvent ignorer qu'ils sont absolument nécessaires à ceux qui les traitent de la sorte. La description faite par Giraud Chantran du travail des esclaves dans les champs de Cannes n'est pas moins accablante. Le soleil, écrit-il, dardait à plomb sur leur tête. La sueur coulait de toutes les parties de leur corps. Leurs membres, appesantis par la chaleur, fatigués du poids de leurs pioches et par la résistance d'une terre grasse, durcie au point de faire rompre leurs outils, faisaient cependant les plus grands efforts pour vaincre tous les obstacles. Un morne silence régnait parmi eux. La douleur était peinte sur toutes les physionomies. Mais l'heure du repos n'était pas encore venue. L'œil impitoyable du gérant observait l'atelier et plusieurs commandeurs armés de longs fouets, dispersés parmi les travailleurs, frappaient rudement de temps à autre ceux mêmes qui, par lassitude, semblaient forcés de se ralentir, nègres ou négresses, jeunes ou vieux, tous indistinctement. Le ministre de la Marine, Philippot de Pontchartrain, semble scandalisé par les atrocités exercées sur les nègres et qualifie d'inouï le fait qu'une tyrannie qui ferait honneur aux nations les plus barbares soit exercée par des Français et des chrétiens. L'édit du mois de mars 1685, connu sous le nom de Code noir, établit en droit
l'exploitation et la déshumanisation des Noirs et des hommes de couleur réduits en esclavage. Il ravale ces derniers au rang de bêtes ou de choses. Le Code noir peut être considéré comme la consécration d'un régime politique basé sur la violence et la force, jugé indispensable au maintien du système. Conscient de la dangerosité de cette classe nombreuse et malheureuse, le pouvoir royal met en place un ensemble de mesures dont l'objectif est de prévenir toute rébellion, tout en essayant de rendre aux esclaves l'exploitation plus supportable. Nous nous intéresserons ici à celles qui concernent leurs conditions d'existence. Nourriture, santé, habillement, conditions de travail, etc. Le Code noir oblige les maîtres à nourrir leurs esclaves en leur distribuant régulièrement des provisions alimentaires, farine de manioc, cassave, bœuf salé, poisson ou d'autres denrées équivalentes, à entretenir des places à vivre où ils planteraient des vivres du pays. Manioc, maïs, bananier, petit mil, pois, patates, ignames. Ces places à vivre doivent contribuer à fournir les ateliers en provisions de bouche, complétant ainsi les rations de viande prévues par le Code noir. Des dispositions similaires ont été prises par les autorités locales qui fixent la quantité de pieds de bananiers et de forces de manioc que chaque propriétaire doit planter par tête de nègre. D'autres mesures visent à protéger ces derniers contre les mauvais traitements. Interdiction de leur donner la question, c'est-à-dire de leur arracher des aveux par la torture, selon l'ordonnance du 30 décembre 1712, poursuite criminelle des maîtres ou commandeurs qui auraient tué un esclave. Ces mesures visent à prévenir les marronnages, les empoisonnements, les fortes mortalités et le suicide, effet des maltraitances et du manque de nourriture. Dans la logique de ces dispositions légales, Nicolas le jeune fils, planteur caféier de Plaisance, accusé de mauvais traitements par certains de ses nègres, prétend qu'il assure à ces derniers des conditions d'existence irréprochables. Que l'on visite mon habitation, écrit-il. L'on y trouvera des vivres à profusion. Que l'on visite leur logement, on le trouvera propre et commode. Que l'on visite enfin leur place à vivre et basse-cour. Et l'on avouera qu'il ne dépend qu'à mes nègres d'être incomparablement plus heureux que le pauvre paysan qui n'a qu'une chétive chaumière et le fruit de ses labeurs pour végéter et endurer l'inclémence des saisons. Ils sont soignés avec attention dans l'état de maladie. En santé, on les laisse jouir tranquillement de leurs heures et leurs jours de repos. Les témoignages provenant des esclaves relativement à leurs revendications sont extrêmement rares. Nous mentionnons ici une lettre de Jean-François Papillon, un des premiers chefs des insurgés, remise le 21 décembre 1791 aux commissaires nationaux civils envoyés à Saint-Domingue par l'Assemblée nationale, dans laquelle il établit un rapport étroit entre l'insurrection des esclaves et leurs conditions de vie déplorables. En voici un extrait. Les mauvais traitements de leurs maîtres qui, la plupart, se rendaient bourreaux de leurs esclaves en les maltraitant par toutes sortes de tourments,
leur ôtant les 2 heures, les fêtes et dimanches, les laissant nus sans aucun secours, pas même dans les maladies, et les laissant mourir de misère. Oui, messieurs, combien n'avions-nous pas de maîtres barbares, se faisant un plaisir d'exercer des cruautés sur les malheureux esclaves, ou bien des économes ou procureurs qui, pour se conserver les bonnes grâces de leurs propriétaires, exercent de même 1000 cruautés sur les esclaves en prétendant remplir leur devoir. Ah, messieurs, daignez au nom de l'humanité jeter un coup d'œil favorable sur le sort de ces malheureux, en faisant des défenses expresses qu'ils ne soient point maltraités aussi rigoureusement, de faire abolir les cachots affreux, ces jours de la misère, et tâcher d'améliorer le sort de cette partie d'hommes si nécessaire à la colonie. Et nous osons vous assurer qu'ils reprendront leurs ouvrages et rentreront sans peine dans le devoir. Les textes de Jean-François Papillon, de Jean-Baptiste Le Perse et de Nicolas le jeune fils présentent de fortes convergences thématiques. Leur mise en parallèle révèle qu'ils abordent une même problématique, celle des conditions de vie des esclaves. Dans les 2 premiers cas, les auteurs décrivent une population servile accablée par un système d'exploitation d'une rare férocité, soumise à des traitements dégradants, à des abus et à des actes de violence systématiques. Parallèlement, ces textes insistent sur la précarité extrême dans laquelle vivaient les esclaves, alors même qu'ils constituaient la principale force de travail de la colonie. Insuffisance alimentaire, manque d'habillement, absence de soins de santé, etc. Le pouvoir colonial ne demeurait pas totalement indifférent à la situation des esclaves. Les mesures évoquées précédemment ont été adoptées dans la perspective d'apporter une amélioration, certes limitée, à la condition servile, afin de rendre l'exploitation plus supportable et plus durable. Il convient toutefois de souligner que sous l'Ancien Régime, ces interventions ne s'appuient nullement sur une conception des droits naturels de l'homme. Elles relèvent plutôt d'une logique morale que l'on pourrait rapprocher des exigences humanistes mises en évidence par Michel Duché dans son livre Anthropologie de l'esclavage. Alors, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, au lieu de Anthropologie de l'esclavage. Et ces mesures relèvent aussi de considérations d'ordre économique et politique. Durant la période révolutionnaire, les autorités adoptent également un ensemble de mesures concernant les conditions de vie des esclaves. Ces initiatives répondent à un objectif précis: faciliter la restauration de la domination française sur Saint-Domingue. Dans le contexte de profonds bouleversements politiques, les esclaves s'imposent en effet comme des acteurs centraux. Prendre en compte les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les revendications qu'ils formulent constitue un impératif politique majeur pour toute entreprise visant à rétablir l'autorité métropolitaine. Si l'aspiration à la liberté représente la revendication principale des esclaves, celle-ci ne peut produire l'ensemble des effets attendus sans une série d'avantages complémentaires. C'est dans cette perspective que, bien avant la proclamation de la liberté générale le 29 août 1793, les commissaires civils mettent en place
plusieurs mesures destinées à améliorer les conditions de vie des esclaves dans les ateliers. Dès le mois de février 1793, le commissaire civil Sontonax informe la Convention nationale que le rétablissement de l'ordre ne peut passer que par une transformation radicale du régime colonial et par une amélioration substantielle des conditions de vie des esclaves. Il déclare dans une lettre datée du 18 février 1793 « Je ne prétends point indiquer à la Convention nationale le moment d'opérer une réforme entière dans le régime colonial. Mais s'il n'est promptement modifié, si le sort des esclaves n'est amélioré, il est impossible de prévoir le terme des malheurs de Saint-Domingue. » Selon les commissaires civils, 3 facteurs principaux expliquent la révolte des esclaves. Les agissements malhonnêtes de certains colons français qui cherchent à détruire la colonie ou à la soustraire à l'autorité de la France, le manque de personnes libres pour assurer la surveillance des habitations, enfin, le refus persistant de nombreux maîtres de traiter les esclaves conformément aux prescriptions légales. Dans leur proclamation du 5 mai 1793, les commissaires civils décident d'augmenter le nombre de commandeurs, de surveillants et de gérants sur les plantations. Cette proclamation comporte également un ensemble de mesures relatives aux conditions de vie des esclaves. Amélioration de l'alimentation, augmentation de la dotation vestimentaire, interdiction d'un certain nombre de punitions arbitraires et cruelles, abrogation de la peine de mort pour les esclaves marrons triples récidivistes. Le 21 juin 1793, les commissaires civils adoptent une nouvelle proclamation dans laquelle ils déclarent vouloir adoucir le sort des autres esclaves, soit en empêchant qu'on ne les maltraite comme autrefois, soit en leur donnant de meilleurs vivres, de plus grandes places pour leur aisance, plus de rechange par an pour plus de temps par semaine pour s'occuper de leurs propres affaires, plus de douceur et de respect pour les femmes enceintes et les nourrices, soit en leur donnant des moyens sûrs de se racheter moyennant des sommes déterminées, soit enfin en donnant graduellement la liberté aux nègres qui auront donné le plus de preuves de leur bonne conduite et leur assiduité au travail, et en leur donnant en même temps des terres en propriété suffisante à l'honnête subsistance d'eux et de leur famille. Contrairement aux multiples dispositions adoptées sous l'Ancien Régime, la proclamation du 29 août 1793, par laquelle Sontonax établit la liberté générale dans la partie septentrionale de la colonie, s'appuie explicitement sur les droits naturels reconnus à tout être humain. Ces droits sont énoncés dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Dans le préambule de la proclamation du 29 août, Sontonax affirme « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, citoyens, l'évangile de la France. » La proclamation du 29 août 1793 peut donc être clairement située dans la logique des droits naturels de portée universelle, à la différence des dispositions adoptées sous l'Ancien Régime qui reposaient principalement sur des considérations morales. La proclamation du 29 août prévoit des dispositions spécifiques pour les femmes enceintes. Celles ayant atteint au moins 7 mois de grossesse ne doivent plus être astreintes au travail des champs et ne reprennent leurs activités que 2 mois après l'accouchement. La proclamation instaure en outre un mode de répartition
des revenus des habitations divisés en 3 parts égales. Une part destinée aux propriétaires, une part consacrée aux dépenses de fonctionnement et une part allouée aux cultivateurs. En ce qui concerne l'organisation du travail, les commissaires précisent dans l'article 7 de la proclamation: défendons à tout propriétaire, procureur et économe gérant de faire travailler les esclaves les dimanches et fêtes. Les défendons pareillement de les faire travailler dans les autres jours de la semaine depuis midi jusqu'à 2 heures, ni le matin avant le jour, ni le soir après le jour tombant, sous prétexte d'ouvrage pressé de quelque nature qu'il puisse être, si ce n'est pour les temps de roulaison seulement, dans les sucreries, et dans les autres manufactures pour les cas extraordinaires. Mais dans ces derniers, la prolongation du travail ne pourra jamais être portée au-delà de 8 heures. Au-delà de l'attribution de parcelles destinées au jardin des esclaves, la proclamation exige que les propriétaires plantent suffisamment de vivres pour prévenir la faim parmi les esclaves. Les commissaires précisent, malgré, et alors en créole, malgré petit jardin nèg gagné pour planter ça fait pas yo, ça pas doit empêcher mettre là ou bien procurer bali ou bien planter vivre en pile pour nèg pas jambe grand goût. Parce que lorsque les ventes pleins, moun travaille bien. Et même si nèg la ta gagné ti vive en pile dans ti jardin pal, ça pas fait rien. Mettre là doit toujours obligé bali l'autre vive. Parce que nous voulons que ti jardin nèg yo servi yo pour ti affaires par yo. La proclamation du 5 mai 1793 prenait également en compte la santé des esclaves. L'article 12 exige que les propriétaires disposent d'hôpitaux correctement équipés avec des lits et des draps afin que les esclaves malades puissent bénéficier de soins appropriés et ne soient pas contraints de dormir à même le sol. La proclamation du 29 août 1793 fixe quant à elle la durée pendant laquelle un ancien esclave peut s'engager comme cultivateur, domestique ou ouvrier, soit au service de particuliers, soit dans les habitations de son ancien maître. Pour les cultivateurs, cette durée est d'un an. L'article 32 leur accorde le droit de quitter l'habitation où ils sont employés s'ils ne se sentent pas en sécurité ou en cas d'incompatibilité de caractère avec le propriétaire. Alimentation, habillement, rémunération équitable pour le travail fourni, accès aux soins en cas de maladie et réduction du temps de travail dans les ateliers constituent donc des revendications fondamentales des anciens esclaves. La dynamique révolutionnaire ne peut dès lors s'arrêter tant que ces besoins essentiels ne sont pas satisfaits. L'intérêt manifesté par les commissaires civils pour les conditions de vie des esclaves ne se limite pas à une nécessité politique visant à garantir leur fidélité dans le cadre des combats menés contre les ennemis puissants présents dans la colonie. Il répond également à une exigence économique réelle visant à assurer un renouvellement adéquat de la main-d'œuvre et par conséquent le bon fonctionnement des exploitations agricoles. La question de la production des denrées dans les habitations constitue en effet la principale préoccupation des différentes autorités de la colonie de Saint-Domingue, aussi bien sous l'Ancien Régime que durant la période révolutionnaire. Le système colonial français reposait entièrement sur la production de denrées considérées comme
l'instrument principal devant lui assurer une avance considérable en termes de richesse et de puissance sur les autres puissances coloniales. La lutte pour remettre sur pied l'économie de Saint-Domingue avec une main-d'œuvre libre représente un immense défi pour les responsables politiques. Les cultivateurs manifestent une certaine réticence à travailler dans les plantations où l'on ne produit que des denrées destinées à être vendues à l'étranger. Ce qui les intéressait avant tout, c'était leur petit jardin où ils cultivaient de quoi vivre pour eux-mêmes et leur famille. Si la production de denrées constitue la préoccupation majeure des autorités coloniales, pour les cultivateurs, le problème de la subsistance était la principale ou l'une des principales préoccupations. À leurs yeux, la seule manière de résoudre cette question de subsistance consistait à encourager l'économie vivrière qui ne pouvait véritablement prospérer sans que l'économie de plantation n'en pâtisse. Toussaint Louverture fit le même choix que la France sur le plan économique, à savoir fonder l'économie de la colonie sur la production de denrées destinées au marché international. Ce modèle économique était contraire aux intérêts immédiats des cultivateurs. L'économie de plantation apparaissait également incompatible avec un système où les travailleurs étaient des hommes libres qui sont maîtres d'eux-mêmes. Le bon fonctionnement de l'économie de plantation exigeait la mise en place d'un système disciplinaire basé sur la contrainte et la violence, comme ce fut le cas sous le régime colonial ancien. C'est ce qui explique l'ensemble des mesures prises par Toussaint Louverture contre ce qu'il appelle le vagabondage. Ce vagabondage semble, à nos yeux, une forme de résistance contre ce modèle économique qui rappelait le système d'exploitation esclavagiste et ne laissait pas aux cultivateurs le temps nécessaire pour s'occuper de leurs petits jardins. Pour Toussaint Louverture, il ne peut y avoir de liberté sans travail. Et pour que le travail fonctionne, eh bien, il doit être organisé selon le même modèle disciplinaire que celui de l'armée, caractérisé par deux grands principes, l'obéissance et la punition. Le règlement sur la culture, publié le 12 octobre 1800, rétablit en réalité le travail forcé sous une nouvelle forme. La durée de l'engagement semble illimitée, puisqu'elle n'est fixée nulle part. Le règlement de culture de Toussaint Louverture inaugure en Haïti un caporalisme agraire, système dans lequel la force de travail doit se soumettre à une discipline militaire, qui lui retire le droit de jouir d'une liberté réelle. Selon Mackenzie, consul général de l'Angleterre en Haïti, les officiers remplissant les fonctions d'inspecteurs généraux de culture exerçaient un pouvoir sans limite sur les personnes placées sous leur autorité. Il écrit: ces officiers exerçaient sur leurs subordonnés un pouvoir sans limite et toutes les déclarations concourent à représenter le système établi comme aussi arbitraire et aussi despotique que possible. Le fouet fut aboli, mais on usait sans scrupule du bâton et des racines de ces plantes rampantes qu'on appelle à Haïti lianes. Les verges étaient pires que les lianes. Le sabre, le mousquet étaient fréquemment employés pour dompter les ateliers et les bandes réfractaires. On allait jusqu'à enterrer des hommes vivants. Dans les environs des Cayes, un propriétaire respectable m'a assuré qu'il avait vu lui-même une femme enceinte battue par ordre de Dessalines. Le châtiment fut si sévère que l'avortement s'ensuivit sur le lieu même. Victor Schœlcher, malgré sa sympathie pour Toussaint Louverture, reconnaît qu'il avait instauré dans la colonie un régime de culture extrêmement féroce. Il évoque un code rural publié par Toussaint en 1798 qui accorde aux cultivateurs
un quart des revenus des habitations. Mais ce règlement était très dur pour eux. Il affirme. Mais à part cela, le règlement est d'une dureté violente. C'est le régime de l'esclavage, moins le nom. Il ajoute plus loin, des laboureurs sont fusillés pour crimes de fainéantise. Le règlement agricole de Toussaint comporte un considérant qui, selon moi, a une importance particulière. Il se lit comme suit. Mais considérant que pour assurer la liberté sans laquelle l'homme ne peut être heureux, il faut que tous s'occupent utilement de manière à coopérer au bien public et à la tranquillité générale. Selon ce considérant, le travail est le seul moyen pour garantir la liberté. Mais la véritable finalité du travail est en réalité d'assurer le bien public et la tranquillité générale. Dans la logique de Toussaint l'ouverture, le bien public et la tranquillité générale priment sur les droits individuels. Le paradigme de Toussaint s'oppose totalement aux revendications majeures des masses populaires, à savoir la liberté individuelle, puisque le modèle de travail qu'il prône et la législation qu'il met en place pour soutenir les nouveaux rapports de production constituent une négation même de la liberté. Le modèle de gouvernance de Toussaint Louverture représente une rupture totale avec la philosophie politique de la Révolution française, dont Condorcet nous offre une idée. Ce dernier considère toute loi violant les droits des citoyens comme un crime. En effet, écrit-il, il est impossible qu'il soit toujours utile à un homme, et encore moins à une classe perpétuelle d'hommes, d'être privé des droits naturels de l'humanité. Et une association où la tranquillité générale exigerait la violation du droit des citoyens ou des étrangers ne serait plus une société d'hommes, mais une troupe de brigands. Les sociétés politiques ne peuvent avoir d'autre but que le maintien des droits de ceux qui les composent. Ainsi, toute loi contraire aux droits d'un citoyen ou d'un étranger est une loi injuste. Elle autorise une violence. Elle est un véritable crime. Le règlement agricole de Toussaint, qui incluait également des règles sur la circulation des personnes dans la colonie, constituait une grave atteinte à la liberté des citoyens, en particulier des cultivateurs, qui ne pouvaient disposer librement de leurs forces de travail. Cette situation mettait face à face deux conceptions de la liberté radicalement différentes. L'attachement des cultivateurs à la liberté individuelle explique en partie l'indifférence qu'ils manifestaient face à l'arrestation de Toussaint Louverture, qui avait priorisé l'économie sur la philosophie. L'attitude des différents régimes politiques qui se sont succédés à Saint-Domingue nous conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle l'État qui s'installe à partir de 1804 sur les ruines de l'ancienne colonie française de Saint-Domingue hérite du modèle louverturien, basé essentiellement sur la force, la violence et le mépris pour les conditions matérielles d'existence des couches populaires. Les turbulences politiques et les insurrections populaires qui ont caractérisé les 2 siècles d'existence d'Haïti sont révélateurs d'une crise durable, permanente de la politique et traduisent le refus constant de la population d'accepter la négation de leurs droits fondamentaux par les élites dirigeantes. Cette turbulence politique montre que les promesses de la révolution de 1791-1804 n'ont pas été tenues et que la population haïtienne s'inscrit dans une démarche de révolution permanente. La révolution de 1791-1804 apparaît alors comme une révolution inachevée
puisque les promesses qui fondent sa légitimité, celles du droit de tous, de tous les citoyens de vivre dans la dignité et de pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux, n'ont pas suivi la liberté arrachée aux colons en 1804. Michel Hector souligne avec raison que l'intégration réelle dans la communauté nationale de la grande majorité des populations déshéritées des villes et des campagnes constitue l'un des objectifs majeurs exprimés dans les principaux conflits politiques et sociaux d'hier et d'aujourd'hui. Ces revendications constituent, selon Michel Hector, la base à partir de laquelle se structurent tous les développements importants de la protestation populaire. En 1843, avec Akao, 1867, avec Salnave, 1946 et 1956, avec Fignolet, et 1986. Je termine mes propos avec cette déclaration de Julien Raymond dans ses réflexions sur les véritables causes des troubles et des désastres de nos colonies, publiées en 1793. Toutes les révolutions faites par le concours du peuple, dans quelques lieux et dans quelques circonstances qu'elles se fassent, échouent toujours si elles ne sont à l'avantage de la majorité du peuple chez qui elles s'opèrent. Ce n'est donc qu'en donnant des avantages et en améliorant le sort du plus grand nombre que vous ferez réussir vos révolutions. Autrement, vous trouverez toujours ce plus grand nombre opposé à vos projets et agissant en sens inverse de toutes vos opérations.